Pour venir écouter parler d'open source et de gouvernance. Alors évidemment, la gouvernance, c'est pas quelque chose qui va être nécessaire sur absolument tous les projets. Si hier matin, vous avez eu l'idée, vous avez mis un petit projet sur GitHub, il est open source, mais tant que vous n'avez pas des contributeurs, des gens qui vont venir participer de façon active, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de définir précisément quel va être le process de décision qui va décider qu'à un moment, on va prendre tel ou tel pull request plutôt qu'une autre et finalement de mettre en place un système pour organiser la vie de ce package. Pour commencer, je vais vous raconter moi, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet-là et de faire cette conférence. Il y a quelques mois, je propose une pull request sur un projet parce que je tombe sur une fonctionnalité où je remarque qu'en fait, on peut l'utiliser différemment que ce qui est utilisé dans la documentation. La documentation dit qu'en paramètre, il faut mettre une string et je me rends compte qu'on peut aussi passer un tableau de string. Je dis, bon, bah, alors déjà, moi, ça me servait. Et puis je me suis dit, si moi, ça me sert, peut-être que ça peut servir à d'autres, autant mettre à jour la documentation. Donc je vais sur GitHub, je clone, je fais ma modif, et là, le mainteneur du projet qui me répond ouais, non, c'est pas grave. Mais en fait, moi je pense que c'est bien de laisser documenter de la façon dont je veux que les gens l'utilisent, même si on peut faire autrement. Alors au-delà de savoir si on est d'accord avec lui ou pas, moi je me suis surtout posé une question, je me suis dit ok, donc là ça veut dire qu'il y a un projet, qui a un gros framework utilisé par énormément de développeurs à travers le monde, et finalement il y a une personne toute seule qui peut décider de tout ce qu'on va faire dans le code, de si une pull request doit être mergée ou non, et je me suis demandé, bon, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce que c'est un fonctionnement normal, est-ce qu'il y a des gens qui ont imaginé d'autres systèmes ou peut-être qui laissait plus de place à la discussion. Parce qu'évidemment, après ce commentaire, il a fermé la pull request, on n'en a plus jamais entendu parler. De temps en temps, il y a quelqu'un qui fait une issue qui dit oui, au fait, j'ai remarqué qu'on pouvait faire ça, ce serait bien de le mettre. Il dit oui, bah non, c'est pas prévu, et puis il ferme. Bon, alors je me suis rendu compte que des projets comme ça, il y en a plein. Finalement, l'un des exemples les plus connus, ça pourrait être Linux. C'est vrai que à peu près au même moment, je me suis aussi rendu compte que les contributeurs de Linux étaient en train de se chamailler pour savoir s'il fallait intégrer Rust ou non dans le cœur de Linux. Bon, alors finalement, ils ont commencé un petit peu, mais en gros, on a donné un nom dans l'open source à ces gens-là, ces personnes qui dirigent les projets un peu tout seuls. On s'appelle les BDFL, donc pour Benevolent Dictator for Life. Alors, for life, pas tout à fait. Il y en a certains qui ont fini, alors, qui sont soit partis d'eux-mêmes, soit qui ont été plus ou moins évincés à un moment. Et des projets comme ça, en fait, il y en a plein. J'ai cité Linux. Alors, moi, mon cas, c'était sur Laravel. Autour de Ruby et de Ruby on Rails, on a aussi des situations assez semblables. Ça a quelques avantages quand même. On a un leader historique qui est là, qui est présent depuis longtemps, qui souvent a une personnalité forte, qui va aussi porter son projet. L'autre avantage, c'est que par contre, le process de décision, il est super rapide. Moi, le jour où j'ai fait ma PR, il est arrivé 2 heures plus tard, en 3 minutes, c'était réglé. Bon, après, on est d'accord ou pas. Du coup, il n'y a pas de débat, c'est pratique, les débats c'est très restreint, ou alors il discute éventuellement avec deux trois personnes dont il est proche, et puis ça va pas beaucoup plus loin. Et la roadmap, elle est unilatérale, c'est lui qui décide, et c'est pas la peine d'essayer d'aller dans une autre direction. Ou alors un jour il va changer d'avis, personne ne saura pourquoi. Moi sur le même projet, sur Laravel, j'ai déjà vu une feature être proposée 4 fois. Les 3 premières, il a fermé, il a dit non, j'en veux pas. Et la quatrième, personne ne sait pourquoi, il a changé d'avis, il la merge, et puis après, bon, bah, les gens étaient contents parce qu'à la fin, ils avaient leur feature. Donc on peut participer, mais ça marche surtout tant qu'on est du même avis que le leader. Si un jour on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas la peine de discuter, il n'est pas là pour ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 organisations qui avaient opté plus pour une core team. Donc là, on va distribuer le pouvoir avec plusieurs personnes, donc on va déjà avoir un petit peu plus de collectif. C'est notamment le cas. Alors, moi, je vais beaucoup parler de PHP parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est ce qui se fait pour Symfony. L'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de dépendance à une personne. On élimine le bus factor. Si demain, le mainteneur historique de Laravel se fait renverser par un bus, c'est quand même un petit peu problématique pour le projet aussi.
Autre avantage, bon, les décisions sont prises de façon collective. C'est aussi plus clair et puis au moins c'est un peu plus ouvert à la discussion. Déjà parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes, on peut avoir des points de vue différents. Des fois, il y en a qui sont d'accord, d'autres non. Puis à un moment, on espère qu'ils vont réussir à tous s'accorder sur est-ce qu'on prend telle ou telle fonctionnalité et puis on la met dedans ou pas. Après, c'est pas parfait non plus. On va avoir une composition des core teams qui n'est pas toujours représentative des utilisateurs. Par exemple, si je reste sur la core team de Symfony, je dirais qu'approximativement 80% de la core team de Symfony travaille dans 3 entreprises. Ils se connaissent tous, ce qui est très pratique, j'imagine aussi pour eux, pour travailler. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, donc probablement que ça se passe très bien entre eux. Mais c'est pas non plus représentatif de qui va véritablement utiliser le framework. Et aussi, même s'il y a souvent une notion plus ou moins de méritocratie pour pouvoir rejoindre ces core teams, parfois c'est un peu opaque, voire carrément inaccessible. Si par exemple on prend la core team de React, bon, à moins déjà de travailler chez Meta et puis après d'être bien placé auprès des bonnes personnes, il y a quand même assez peu de chances de pouvoir un jour en faire partie. Après, on va avoir d'autres gouvernances qui vont être beaucoup plus formalisées, avec beaucoup de règles, des processus un peu plus lourds, beaucoup de comités qui vont intervenir à différents niveaux, certains qui vont être là pour prendre les décisions purement techniques sur le code, d'autres qui vont intervenir à un niveau un petit peu plus élevé. Moi, dans ce cas-là, je vais notamment mettre Python, qui pendant un temps dépendait d'une seule personne, et ça a fini par changer. C'est une gouvernance dans laquelle on va avoir beaucoup de règles, mais l'avantage c'est que c'est très clair. Il y a des instances définies qui vont intervenir à certains moments pour prendre certaines décisions, et on sait à quoi s'attendre. On va aussi attendre soit le consensus, soit un vote pour prendre une décision. Par exemple, alors c'est ce qu'ils font pour PHP ou pour Python, quand il y a des RFC ou des PEP pour Python, bah après les personnes vont voter et puis c'est à la majorité qui décide, bah on prend ou on prend pas la fonctionnalité et son implémentation. L'avantage c'est que les décisions elles sont quand même plus argumentées, plus robustes, ça dépend pas du bon vouloir de chacun. Et ça va aussi avoir tendance à limiter les erreurs. Si je reviens sur l'exemple de Laravel, l'autre inconvénient d'avoir une seule personne qui décide et qui merge à la volée, c'est qu'ils ont une petite tendance des fois à passer des break-in change dans les versions mineures juste parce que quelqu'un s'en est pas rendu compte, enfin le mainteneur, ou alors en fait à passer une fonctionnalité qui marche pas. C'est parce que voilà, il a été tout seul et bah, des fois il fait des erreurs. C'est humain aussi. Mais voilà, si on rajoute plus de personnes dans un process de décision, on limite quand même un petit peu le risque de faire des erreurs. Après, ça a aussi des inconvénients. Les décisions peuvent prendre énormément de temps, le temps que tout le monde discute, que tout le monde se mette à peu près d'accord. Et il y a un niveau d'exigence qui est quand même un petit peu plus élevé. Ça peut faire peur si on veut commencer à se lancer là-dedans et à contribuer dans ce genre de projet. Pendant que je préparais ce talk, j'écoutais un podcast et il y avait quelqu'un qui contribue à un projet qui décrivait le projet de cette façon, qui disait c'est le seul projet informatique que je connaisse qui soit géré par l'anarchie. Est-ce que quelqu'un veut tenter de deviner de quel projet il était question? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Félicitations. C'était donc Laetitia Avro, qui est une contributrice de Postgres, qui disait ça donc, dans un podcast. Moi j'ai écouté ça, je me suis dit mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'un projet open source qui fonctionne depuis une grosse vingtaine d'années peut être décrit de cette façon-là? Alors elle explique que déjà chez Postgres, l'une de leurs volontés c'est de ne pas être dépendant d'une entreprise. Et déjà, première chose, si un jour vous voulez faire un patch sur Postgres, vous oubliez l'idée d'aller sur GitHub, de clone, de faire une pull request. Il n'y en a pas. Vous pouvez pas faire, il n'y a pas de pull request ou de merge request. Il faut envoyer un patch sur une mailing list. J'imaginais même pas que c'était possible de faire un truc pareil.
Et aussi, on va attendre le consensus. C'est-à-dire que, pareil, dans le podcast, elle explique, en gros, un patch est accepté à partir du moment où, en fait, il n'y a plus personne qui est contre. Et même pas, voilà, à la limite, si quelqu'un donne pas son avis, on considère que ça va, voilà, qui ne dit mot consent, mais on intègre le patch que quand ça convient à tout le monde. Donc là, le consensus est total. Elle expliquait aussi que, par exemple, la première fois qu'elle avait fait un patch pour de la documentation, ça avait pris 3 mois. Le temps que tout le monde se mette d'accord, parce que bah, en fait elle change un petit truc et puis il y a quelqu'un qui dit oui, mais du coup en fait on pourrait aussi changer ça pour que ce soit raccord, on pourrait faire un lien vers une autre page, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un aspect méritocratie dans ce projet qui est assez important. C'est-à-dire que finalement, bah, les gens qui prennent des décisions, c'est des contributeurs reconnus qui ont commencé par faire des petits patchs et puis après des patchs un petit peu plus gros, et puis qui se sont impliqués et puis qui petit à petit ont pris aussi un peu de pouvoir au sein de l'équipe qui orchestre le projet. Donc là, on est sur une gouvernance totalement distribuée. Le projet dépend de personne, d'aucune entreprise. C'est complètement libre. Il y a des discussions constructives au cœur du processus. C'est une mailing list, c'est public, tout le monde reçoit, tout le monde participe, tout le monde donne son avis. Et puis le but à la fin, c'est que tout le monde soit d'accord, ou au moins que personne ne soit pas d'accord. Et c'est complètement indépendant. Alors forcément, les personnes qui participent font souvent partie d'une entreprise, mais ça reste, voilà, étant donné qu'ils sont nombreux, ça reste assez éloigné des considérations que chacun et des envies de chacun. Ah, bon, l'inconvénient forcément des décisions qui sont très longues, un peu compliqué pour apprendre en main. Il n'y a pas de pull request, pas de merge request. Envoyer un patch sur une mailing list publique. Alors j'ai pas essayé, mais j'imagine que c'est assez effrayant à faire. Et forcément, ça met aussi des barrières à l'entrée. C'est un petit peu moins accessible en termes de contribution, de participation. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que contribuer à des projets open source, et de toute façon, globalement, les projets open source, c'est pas juste une histoire de code. Alors évidemment, à la fin, c'est important que le projet fasse quelque chose d'utile, qu'il y ait des fonctionnalités qui soient pertinentes pour les utilisateurs, mais notamment si on commence à vouloir participer à ces projets, on va se rendre compte que derrière, on va aussi avoir une dimension humaine et parfois politique qu'il faut prendre en compte quand on choisit un projet auquel on va contribuer. C'est aussi accepter parfois des contraintes, parfois des pratiques qui vont être plus ou moins en accord avec nos idées et les valeurs qu'on veut défendre. Et donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Moi, par exemple, après ce merveilleux commentaire, j'ai décidé que plus jamais je contribuerai à la Révèle, parce que j'estime, enfin, moi, c'est pas ma vision de l'open source d'avoir quelqu'un qui prend des décisions comme ça, tout seul dans son coin et qui n'écoute personne. Mais bon, après, ça convient aussi à d'autres. Donc, comme ça, au moins, chacun trouve ce qui lui convient. Pour finir, donc 2 QR codes. Derrière moi, celui qui est joli, c'est pour le feedback. Celui qui est beaucoup moins joli, c'est si jamais ça vous intéresse d'aller écouter l'entièreté du podcast avec Laetitia Avro, dont je parlais, où elle parle de son expérience et de Postgres un peu plus largement. Voilà, je vous remercie et bon appétit. Et si jamais je vois qu'on a un peu de temps pour quelques questions. Je vous comprends, moi aussi j'ai faim.